Bonjour à tous, c'est Matt. Je vous avais parlé dans ma dernière vidéo que j'avais parlé d'un film dans ma prochaine vidéo, et c'est le cas. Aujourd'hui, je vous parle du dernier film en date de l'univers de DC Comics. Allez-vous-en pas, je sais que l'univers de DC Comics, dans les films, je parle, est mitigé, même détesté par beaucoup de monde, et je peux le comprendre, mais le dernier film en date qui est Aquaman vaut amplement le détour, mais pour vraiment mettre en contexte, il faut que je parle des autres films précédemment pour vraiment vous mettre dans l'ambiance et vous faire comprendre à quel point ce film-là se démarque de l'ensemble des films. Et donc, on recule en arrière. Le premier film en date, le premier film qui était dans l'univers de DC étant Man of Steel, qui est un film sur l'origin story de Superman, même si certains voyaient Green Lantern qui était sorti un peu avant, comme le premier film de l'univers, eh bien, il a été mis de côté étant donné que ce fut un échec. Donc, on reste sur Man of Steel, que je considère étant un des meilleurs films sur Superman qui a été fait à ce jour. Et j'ai beaucoup aimé autant l'origin story que l'ambiance, les effets spéciaux. Henry Cavill fait un excellent Superman et l'introduction qui se passe sur Krypton est, ma foi, vraiment savoureuse à regarder. Et donc, c'est de loin des meilleurs films de DC à l'heure actuelle. Par la suite, on a eu le film qui a vraiment divisé les fans, qui était Batman vs Superman, l'aube de la justice, qui était dans le fond une confrontation de deux héros iconiques de l'univers de DC, qui a finalement mal viré, si je peux dire. Même si Ben Affleck fait un excellent Batman, et Henry Cavill est toujours un bon Superman, même s'il est mis de retrait dans ce film-là. Et on a droit à une petite apparence, entre autres, de Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman, pour tranquillement présenter la Ligue des Justiciers. Et donc, ce film-là, je l'ai apprécié quand même s'il est relativement moyen pour beaucoup de défauts. Ce film-là mérite amplement une vidéo de critique. Je l'ai déjà fait d'ailleurs à mon podcast, La Ligue des Cinévores, que j'invite à découvrir. Et donc, ce film-là est vraiment rempli de défauts, mais il y a des bonnes qualités quand même. Et la version longue corrige quelques défauts qui font en sorte qu'il est plus agréable à écouter. On a eu par la suite L'Escadron du Suicide, qui se voulait un film pour rattraper les erreurs de Batman vs Superman. Ce qui est pas vraiment le cas, même si quelques erreurs qui ont été corrigées. Ils ont voulu mettre beaucoup plus d'humour, un film plus léger, mais quand même avec des enjeux intéressants, avec des personnages hauts en couleur. Il y a beaucoup d'éléments qui étaient bons du film, c'est très divertissant. Le côté fidèle des comics est quand même assez présent, mais encore une fois, il y a des défauts assez criants à l'univers de DC, autant le scénario que les effets spéciaux, que la manière de procéder dans le tournage. Donc, ça reste divertissant. Encore une fois, la version longue corrige quelques défauts, mais encore une fois, il faut écouter le film en version longue pour l'aimer. Et donc, c'est pas pour tout le monde, dans le sens qu'on ne prend pas toute la peine d'écouter des films plusieurs fois pour les avoir en version longue. Par la suite, on a eu le droit à l'excellent Wonder Woman qui a montré que DC est capable de faire des films de qualité, avec encore une fois Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman qui est excellente dans ce rôle-là. Le film il ressemble un peu à un film, le film de Captain America pour le côté origin story, mais avec une touche aussi de Thor. Et donc, c'est un excellent film avec une bonne histoire. La fin est un peu gâchée par un excès d'effets spéciaux, mais dans l'ensemble, l'histoire est profonde. On embarque, on veut découvrir le personnage. On a de l'empathie pour elle, on aime découvrir les personnages qui gravitent autour d'elle. Encore une fois, c'est le méchant qui pose problème dans ce film-là. Mais c'est le meilleur, je crois, de DC actuellement. Même si Aquaman est quand même à certains égards excellent. Et avant de parler d'Aquaman, on a le droit à la Ligue des Justiciers l'année dernière qui... l'année dernière, là on est en début 2019, donc il y a à peu près 2 ans si je peux dire, qui, encore une fois, divisait les fans, même s'il était plus réussi que Batman vs Superman. Moi, j'ai quand même beaucoup apprécié. Encore une fois, le méchant étant le défaut du film. Je crois qu'il décide de la misère à bien choisir et à bien mettre de l'avant les méchants de ces films de DC. Dans ce cas-ci, c'est encore le problème. Steppenwolf n'est pas un méchant mémorable ni emblématique. Il est facilement oubliable. Mais dans l'ensemble, le scénario est intéressant. Les personnages qui gravitent autour, la Ligue des Justiciers, on veut les connaître. On avait déjà vu Ben Affleck en Batman, c'est toujours un plaisir de le revoir. Henry Cavill en Superman, il est présent, même s'il est encore une fois en retrait. Gal Gadot en Wonder Woman, excellente. On a Jason Momoa en Aquaman, qui ici montre un avant-goût du film que je vous parle par la suite, qui est quand même très bon en Aquaman, même s'il est perturbant, car son personnage ressemble un peu moins au comique. On a Ezra Miller qui fait Flash, qui fait un très bon Flash, même si c'est lui le comic relief, qu'on appelle celui qui amène les gags dans le film en grande partie. Et il est très bon pour ça, même s'il ressemble un peu moins à sa version classique des comics de Flash. Il reste un bon élément du film. Et finalement, on a un autre acteur que j'ai oublié le nom malheureusement, qui fait Cyborg, qui est le dernier en date du groupe, le moins développé. Je suis
considère, de l'équipe, et qui est assez oubliable parce qu'il est assez rigide. Oui, je comprends, c'est un cyborg, mais dans les comics, il est beaucoup plus développé que ça, même si à la base d'un comic, je l'apprécie pas tant que ça. Ici, ils n'ont pas donné la place qu'il aurait dû en soi. Donc, il est assez oubliable, à tel point que récemment, ils ont annoncé que Cyborg allait être présent par un autre acteur dans la série Doom Patrol, qui est un, fond, une spin-off à la série Titan, qui est maintenant disponible sur Netflix, qui était sur la plateforme DC Universe, qui est une plateforme comme Netflix, mais juste DC. Et dans le fond, on va suivre un groupe de héros paria, si je peux dire. Et dans ceux-là, il va y avoir Cyborg. Donc, ils veulent le réutiliser au petit écran. Je sais pas si c'est parce qu'on décide d'annuler le projet sur le film Cyborg ou de retirer des films qui s'en viennent dans les prochaines années de DC. Mais pour l'heure actuelle, si on veut voir Cyborg, ça va être sur la série Doom Patrol qui devrait arriver, je pense, d'ici cet été ou pendant l'été. Donc, bien hâte de voir cette série-là. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, Justice League est un bon film en soi, quand même divertissant. Toujours les mêmes défauts, trop d'effets spéciaux, le méchant assez oubliable, quelques contradictions, quelques choses qui marchent pas durant le film. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment divertissant. On voit qu'ils sont quand même, ils ont voulu travailler les défauts, mais ils ont toujours certains défauts qui se maintiennent. Et maintenant, Aquaman. Un film qui était attendu vraiment de pied ferme, dans la mesure qu'on c'était le seul film qui était en date pour 2018. Ils ont laissé l'année au complet pour travailler ce film-là. Ils voulaient absolument montrer que qu'ils étaient capables de faire un film qui était au même niveau, si je peux dire, que les films de Marvel, parce que Marvel, sa formule fonctionne quasi à chaque fois. Il y a quelques films qui sont pas très égaux en termes de qualité. Je ferai pas le tour de tous les films de Marvel, mais même si avec le temps je l'aime de plus en plus, Iron Man 3, je le trouvais pas aussi égal. Le deuxième Ant-Man qui est sorti cet été, il est bon, il est divertissant, mais il est pas très égal aux autres. Même chose pour Guardians Galaxy 2. Et j'en passe, il y en a certains autres qui sont pas égales à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, Marvel a une bonne formule qui marche. Je dis pas que c'est la formule que DC doit employer, car DC depuis le début essaie de se démarquer à sa façon. Et ça, je trouve ça bien, car c'est bon d'avoir des produits uniques qui sont marquants. Et même si leurs précédents films sont remplis de défauts, ils sont quand même à leur manière unique. Et je les ai appréciés la plupart pour ce qu'ils étaient. Et donc, j'avais hâte quand même de voir Aquaman qui est sorti le 21 décembre dernier sur nos grands écrans, ici au Québec, car je suis québécois. Et donc, je suis allé voir Aquaman et j'ai été vraiment surpris de ce que j'ai pu voir dans le film. Pour l'instant, je l'ai vu qu'une fois, j'ai hâte de le réécouter en DVD. D'ailleurs, j'aurais voulu faire critique plus tôt, mais j'avais d'autres vidéos en chantier et le temps des fêtes ne m'a pas aidé là-dessus. Mais bref, je suis là aujourd'hui pour parler d'Aquaman et inquiétez-vous pas, je vais faire une bonne critique sur ce film-là, claire et précise. Donc, Aquaman, ça raconte l'histoire de quoi? Eh bien, ça raconte l'origine story d'un héros emblématique de DC, qui est Aquaman, Arthur Curry, de son nom civil, qui est un demi-humain, demi-Atlante, qui est une race humanoïde qui vit sous l'eau et qui ont leur propre société et qui a été utilisé dans Batman vs Superman dans une courte scène au milieu du film et qui était présent dans le film La Ligue des Justiciers comme membre fondateur de la Ligue des Justiciers et toujours joué par Jason Momoa depuis le début. Et donc ici, il reprend son rôle, qui, à fond, est une suite à la Ligue des Justiciers, même s'il ne parle pas vraiment de ce qui s'est passé dans le passé. Outre un seul dialogue avec Mera, qui est le personnage féminin principal du film, qui est joué par Amber Heard, qui va mentionner à une seule reprise les éléments de la Ligue des Justiciers, mais je crois que dans l'ensemble, c'était voulu pour qu'on se concentre sur ce film-là et qu'on oublie les défauts du passé pour vous montrer ce qu'ils étaient capables de faire maintenant DC en ayant corrigé leurs défauts. Et donc, on suit l'origine story. Arthur Curry vit sur Terre, n'est pas très, il est pas très attiré à aller dans le monde des Atlantes pour défendre son droit de royauté, car il est le fils bâtard de la reine d'Atlante, joué par Nicole Kidman. Et le destin va faire en sorte qu'il va être obligé d'y aller pour sauver son monde, car le monde terrestre et le monde Atlante sont en péril à cause que son demi-frère, qui est dans le fond le personnage emblématique des comics, Ocean Master, veut conquérir le monde entier sous le drapeau des Atlantes. Et donc il va aller dans l'océan avec Mera pour empêcher cette apocalypse-là, si je peux dire. Et il va vivre beaucoup d'aventures, il va se déplacer à travers le monde dans différents endroits, il va avoir beaucoup de décors et avoir un développement avant de réaliser qu'il doit devenir vraiment un super-héros et aussi un roi pour vraiment protéger ces deux peuples, autant les humains que les Atlantes, car ils aiment autant les deux et qu'on sait que les deux peuvent vivre en paix.
Et donc, c'est un film d'action, évidemment, vu que c'est un film de DC. C'est divertissant. C'est haut en couleur, ça c'est important de le préciser. Parce qu'on voit beaucoup de décors aquatiques et c'est bien réussi. On a vraiment l'impression d'être dans l'eau, même si à quelques reprises c'est assez peu montré. Mais dans l'ensemble, l'effet aquatique moi je trouve ça extraordinaire. J'ai adoré plonger littéralement dans cet univers-là. L'ambiance c'est vraiment intéressante. La façon qu'ils s'expriment, ils ont décidé de faire différemment du film La Ligue des Justiciers. Dans le film La Ligue des Justiciers, ils créaient comme une bulle d'air et ils discutaient à travers. Dans ce cas-ci, c'est juste des dialogues comme ça, sans interruption dans l'eau. C'est comme si c'était normal. Et je pense que ça se prend mieux de même. Ça permet de garder l'action continue, du dialogue en continu. Et donc, on suit, comme je dis, Aquaman. Et les décors s'enchaînent rapidement. Et pour le je finis avec commencer avec les décors. J'adore vraiment le style qui est utilisé. C'est un mélange comme grec qu'on voit dans l'architecture, surtout parce qu'il y a des liens avec ça. Mais vraiment, ça se distingue du monde terrestre. Ils ont voulu vraiment montrer comme c'est une autre dimension. Un peu comme le film La Panthère Noire de Marvel qui sortait l'année passée, qui montrait le Wakanda, qui est un pays d'Afrique fictif. Et quand on arrivait dans ce pays-là, on reconnaissait pas l'Afrique qu'on connaissait. On voit vraiment un univers à part. Et bien ici, c'est la même chose. Quand on voit l'Atlantide, on voit l'univers aquatique, on réalise pas qu'on est sur Terre. On réalise qu'on est dans un monde à part qui est en soi exotique mais merveilleux. Qu'on veut découvrir, qu'on veut comprendre comment c'est ça qui est présent là, puis qu'il n'y a pas d'interaction avec les humains. Et vraiment, tout le long du film, les décors ont une belle évolution, et même à un moment qu'on a un flashback. Je précise, je vais couper ce que je suis en train de dire, mais juste pour préciser que je vais spoiler, ça c'est certain, du début à la fin de ma critique. Je peux pas m'en empêcher, tellement de choses que je veux dire. Donc si vous voulez pas vous faire vraiment spoiler le film, eh bien, je vous dis ensemble, le film doit être vu, il est divertissant et vraiment vaut le détour. Donc sinon, je vais spoiler le film. Donc je vous laisse le préciser pour pas qu'on m'envoie des commentaires de haine. Tu m'as spoilé l'entière du film et là je t'en veux. Donc je le dis tout de suite. Je continue donc. Les décors ont montrent vraiment des belles choses. On voyage à travers le monde, on se limite pas aux États-Unis, ce qui est souvent le cas des films de super-héros. On reste soit à New York ou dans des villes fictives comme Gotham City ou Metropolis. Ici, on nous fait voyager et c'est beaucoup mieux réussi que dans la Ligue des Justiciers où on voyait des décors en Russie et à deux autres endroits à travers le monde. Ici, vraiment, on se promène, on va dans le désert du Sahara, on va en Italie, on va sur différentes plages. C'est vraiment des beaux décors. J'ai bien aimé le décor du désert avec la ville comme qui ressemble un peu à une espèce de scène de la Indiana Jones qui fouille un temple abandonné. J'ai bien aimé ça où le monde sous l'eau. Quand on est vers la fin du film, ils rentrent dans une espèce de tourbillon sous l'eau. Et ils vont se retrouver dans une espèce de dimension au centre de la Terre qui a une mer cachée. J'ai bien aimé cette ambiance-là. Sinon, tout ça pour le décor, c'est intéressant. L'Italie aussi, il y a quelques scènes en Italie, j'ai adoré l'interaction avec Aquaman, avec la petite ville qui était. Les décors, je trouve que ça ajoutait un côté vraiment qui plaît dans la mesure que ça fit avec l'univers d'Aquaman de voyager comme ça à travers l'eau parce que tout le monde entier est relié à l'eau, mais aussi qui est rafraîchissant parce que voir toujours des villes urbaines à un moment donné, ça devient lourd. Je veux dire, c'est une formule qui est utilisée et réutilisée. C'est pour ça que dans les films récents de Marvel, ils essaient de voyager, ils essaient de montrer d'autres décors, même si ils se stagnent toujours un peu avec New York. Ils essaient d'en montrer d'autres, beaucoup plus dans l'univers. Donc, j'ai vraiment aimé ça, ce côté-là du film d'Aquaman. Par contre, pour aller du côté du casting, il y a quand même des grandes têtes d'affiche, mais je conseille que le gros morceau qui est Jason Momoa, qui dans le fond c'est lui qui joue Aquaman, qui avait déjà joué plusieurs fois Aquaman. Et ici, il est bon dans son rôle d'Aquaman. Ça c'est sûr, il fait un bon Aquaman, divertissant, profond, qui est dans le fond un guerrier qui aime deux peuples, qui veut se battre, qui a un côté héros, mais en mettant il y a un petit côté d'anti-héros. J'en reviendrai quand je parlais des méchants en particulier. Mais par contre, il manque beaucoup de profondeur côté émotion. Car c'est un peu le problème de Jason Momoa. C'est un acteur que j'aime bien, j'ai découvert avec Game of Thrones, le Trône de Fer, et Conan le Barbare quand ils ont fait le remake. C'est un acteur qui est bon pour faire des rôles badass. Par contre, quand on arrive dans les dialogues, il fait des bons dialogues, mais le côté émotion, on a l'impression qu'il n'y a pas une grande palette d'émotions qu'il est capable de jouer, Jason Momoa. Il aime ça jouer le gars badass, viril, et qui tassez-vous de là, je vais m'occuper de battre tous les méchants, je suis fort, je suis hot, tout ça. Mais quand on va du côté tragique, eh bien, ça prend un peu moins, c'est un peu une faiblesse au film. Mais dans l'ensemble, il fait un commande un peu différent des comics, parce que je lis beaucoup de comics, j'en ai parlé dans mes autres vidéos. Il est pas clairement blond aux yeux bleus. Par contre, ils ont respecté son costume.
Il y a une évolution dans son costume, comme un peu tous les films d'Origin Story. À la fin, il obtient son costume classique orange et vert à la Aquaman, donc j'ai apprécié ce détail-là. Même si certains ont trouvé à dire qu'il était mal fait ce costume-là, je trouve que il est quand même bien présent, il fait quand même bien sur lui, sur Jason Momoa. Aussi, côté casting, on a Amber Heard qui fait le rôle féminin principal, qui joue Mera, qui est comme le excuse-moi l'anglicisme, mais le love interest, donc l'amour d'Aquaman, si je peux dire, même si c'est vite expédié dans le film. Pour ceux qui connaissent les comics, c'est assez évident. La plupart des super-héros, autant DC que Marvel, ont tout le temps une femme dans leur vie. Et d'un côté Aquaman, mais c'est Mera, qui est une Atlante, qui est destinée à devenir la reine d'Atlante en mariant le beau-frère, le demi-frère, excusez-moi, d'Aquaman. Et elle va venir en aide à Aquaman, et ensemble ils vont développer un lien profond. Et même si c'est quand même assez expédié, à la fin il y a comme une relation amoureuse qui se crée. Et pour Amber Heard, je connaissais pas vraiment avant. C'est pas une actrice que j'ai vraiment suivie, qui m'a marqué dans d'autres films précédemment, des séries. Mais ici, j'ai trouvé qu'elle faisait bien le rôle. Elle faisait une bonne caméra par rapport à ce que je connais du personnage. J'ai aimé ce côté déconnecté avec du monde réel, dans le sens que elle a connu juste le monde Atlante, donc quand elle interagit avec le reste du monde, c'est un peu comme si elle était en décalage, elle est pas en phase. J'ai bien aimé ça. J'ai aimé ses pouvoirs, elle manipule l'eau. Ça fait des belles scènes, entre autres une scène en Italie où elle n'a pas d'eau autour d'elle, mais elle réalise qu'elle est entourée de bouteilles de vin. Donc elle s'en sert comme arme. Donc ça fait une belle scène d'action. Elle est aussi plus terre à terre qu'Aquaman, donc elle va souvent ramener au sérieux Aquaman pour montrer les enjeux qu'il y a autour. Et elle va le guider, c'est un peu un guide aussi, j'ai bien aimé ça, de ce personnage-là. Même si certains ont vu, et que c'était comme une sorte de parodie à la petite sirène par rapport à son apparence. Je suis pas d'accord, c'est un personnage unique en soi qui est totalement différent, outre les cheveux, si je peux dire, de la petite sirène, parce que c'est pas une sirène, là, Mera. Ça reste un bon personnage. Quelque chose c'est des meilleurs du film et du l'univers d'Aquaman. Comme je dis, j'ai lu des comics et je trouve que ça se démarque très bien. On a Nicole Kidman, une autre grande actrice qui est dans le casting, qui joue la reine Atlana, qui est la mère d'Aquaman et la reine des Atlantes, et qui au début du film va être rajeunie, je crois que c'est numériquement, dans un flashback où elle tombe elle s'échoue sur un phare où que se trouve le père du futur Aquaman. Et ils vont avoir une relation amoureuse ensemble, et elle va devoir le quitter car ses devoirs de reine vont devoir prendre le dessus, et ils vont avoir un bâton ensemble qui va donner Aquaman. Mais dans l'ensemble, je veux dire, Nicole Kidman, au début j'aime bien son interaction. On voit qu'elle est comme déconnectée, un peu comme Mera, de ce qu'elle voit. Au début c'est un petit peu terrifiée, elle essaie de comprendre, elle finit par s'adapter, elle finit par aimer l'univers sur Terre et de l'apprécier. Et il y a une belle évolution. Et je dirais que les effets spéciaux faits sur son apparence pour montrer qu'elle est plus jeune sont bien réussis. C'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans ce genre de film-là. Des fois, ça sort moins bien. Dans ce cas-ci, ça sort assez bien. C'est crédible. Et aussi dans le présent, quand on va la revoir dans le présent, elle est très bonne. Elle ajoute aussi une évolution au personnage Aquaman pour l'emmener tranquillement à devenir le super-héros et le roi qu'il doit être. Vraiment intéressante en Reine d'Atlante. J'espère la revoir dans de futurs films de DC, car elle apporte quelque chose de vraiment intéressant. Et ça montre un personnage de femme fort aussi. C'est une des forces de ce film-là. On en voit deux. On voit Mera, mais on voit aussi la reine d'Atlana, qui font deux rôles intéressants, féminins, assez forts. On a aussi William Dafoe, qui est connu par des rôles assez fuckés, généralement, dans la plupart des films. Moi, je m'en souviens beaucoup pour le premier Spider-Man de Sam Raimi, avec Tobey Maguire. C'est lui qui faisait Norman Osborn, le grand némésis de Spider-Man, qui est le Gobelin Vert. Et il était très marquant ce rôle-là, parce qu'il faisait une sorte de psychopathe, et j'avais bien aimé ça. Il fait souvent ces rôles-là, parce qu'il a une face assez particulière. Si vous savez pas vraiment c'est qui, je vais mettre une photo pour que vous le reconnaissiez, car il vaut vraiment le détour de voir son visage. Il y en a beaucoup qui le voyaient comme le futur Joker, mais je crois qu'en son âge et tout ça, je sais pas. Je pense qu'il ne viendra jamais le Joker dans sa carrière, même si je pense qu'il ferait un bon Joker. Ici, il fait le mentor un peu d'Aquaman. C'est un général de l'armée des Atlantes qui va élever en partie Arthur Curry pour lui montrer, lui faire comprendre l'univers des Atlantes. Il l'apprend à se battre, entre autres, avec un trident. Et il va donner son conseiller, son meilleur ami, si je peux dire. Et il fait un bon rôle ici, même s'il est quand même en retrait. J'ai bien aimé sa présence, même si quand ils le font rajeunir, j'ai un petit peu de misère avec ça. C'est moins bien réussi que Nicole Kidman. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé son personnage. C'est un bon développement. Vraiment intéressant à voir. Je trouve que c'est un des personnages les plus complémentaires au film. Des fois, il y a des mentors qui sont un peu moins intéressants à observer, mais dans ce cas-ci, William Dafoe
fait une très bonne job. C'est vrai que c'est des rôles plus sérieux, plus gentils. Jamais c'est des rôles plus fuckés, comme j'ai dit. C'est bien de le voir comme ça prouve qu'il est là de faire pas mal tout. Et donc voilà. On a Dolph Lundgren, j'espère que je le prononce bien. C'est lui qui faisait le méchant russe dans Rocky. Je pense que c'est Rocky 2, si ma mémoire est bonne. Et il joue aussi dans Les Sacrifiés 1, 2 et 3. Il fait un des membres de l'équipe. Et il fait souvent des rôles de méchants badass ou de gentils badass. Un peu à la Sylvester Stallone ou à la Arnold Schwarzenegger, parce que c'est un acteur qui est quand même cut à la base. Ici, il fait un des parce qu'il y a 7 peuples atlantes, ils ont chacun leur roi. Il fait le deuxième roi en importance de ces peuples-là. Et il est méconnaissable, ce coup je l'avais pas reconnu, mais il est assez méconnaissable, ils l'ont maquillé. Il a les cheveux roux avec une barbe rousse, parce qu'il fait le père, dans le fond, de Mera. Et il est peu présent, donc je peux pas tant en parler, mais pour ce qu'il en est, il est intéressant parce qu'il apporte un élément complémentaire à l'histoire de Mera et aussi à l'univers des Atlantes. Car au début, il va être d'accord avec l'univers, avec les décisions de Ocean Master, du roi des océans, mais on va voir qu'il y a un côté quand même plus réaliste et il va réaliser un peu son erreur vers la fin. Et donc, j'ai vraiment oublié que c'était l'acteur qui était là, puis j'ai vu le personnage, j'ai bien aimé ça. Deux autres acteurs, malheureusement, j'ai pas les noms, je vais les ajouter en post-prod. C'est dans le fond les deux méchants principaux du film. Qui sont le premier étant le maître des océans, Ocean Master en anglais, qui est le demi-frère de Jason Momoa. Ici, il est présenté comme l'héritier principal du trône, car il est le seul à la base disponible pour être le trône. Et il va être apprécié du peuple à la base au début du film. Et son but et son plan est fort simple, il veut que les Atlantes dominent le monde. Et pour ce faire, il va rejeter tous les déchets qui sont dans l'eau sur Terre pour effrayer les humains. Puis il va rassembler tous les 7 peuples Atlantes sur une seule bannière pour attaquer le monde terrestre avec leur armée qui est hyper évoluée, que je parlerai un petit peu plus loin, pour dominer le monde. Et beaucoup vont s'inquiéter, entre autres Mera qui va aller chercher Aquaman. Et dans l'ensemble, c'est pas le méchant le plus marquant en soi, mais il est intéressant parce qu'il offre une dynamique frère contre frère qu'on n'a pas vraiment vu dans les univers de super-héros exploité à ce fond-là, dans le sens que c'est deux frères qui s'affrontent, qui ont un lien familial, mais qui ont chacun des enjeux opposés, et qui veulent les deux quand même le bien des Atlantes, mais d'un point de vue différent, et ils vont se battre vraiment intensément. Le combat final est assez épique, ils finissent sur je pense un sous-marin, sur un bateau sur le top dessus, ils se battent avec leur trident, tout ça. Et le combat est assez violent, même si c'est un peu chaotique broche à point, j'y reviendrai quand je vais parler de la fin, mais dans l'ensemble, c'est un méchant intéressant. Pour une fois, DC a voulu miser sur des héros humains. C'était le problème majeur de la plupart des films de DC. On prenait des héros qui étaient juste numériques, comme Steppenwolf, à la limite Ares, et Doomsday, entre autres, pour Batman vs Superman. Mais ici, ils ont voulu vraiment miser ce côté humain, et c'est fort. C'est vraiment une force pour ce film-là. Et je dirais que le méchant moi, qui m'a le plus marqué, c'est le deuxième. Celui qui démarre le film et qui va être là en continu tout le long du film. Et qu'il y a le droit de scène pas générique, que je vais parler un peu plus loin. C'est, encore une fois, j'ai vu le nom de l'acteur que je vais mentionner en post-prod. C'est celui qui joue Black Manta, qui est je pense, le plus ancien méchant d'Aquaman, le plus grand némésis d'Aquaman, qui est un humain, un chasseur de trésors des océans, et qui va vouer une haine profonde envers Aquaman, Arthur Curry, à cause d'une vengeance, quand il va laisser mourir son père. Il va vouloir le venger absolument. Et il va, pour ce faire, s'équiper d'équipements aquatiques. Dans le film, il va avoir le droit des équipements des Atlantes. Il va s'habiller une armure noire avec un gros casque noir avec des gros yeux rouges qui lance des lasers, qui sont emblématiques de son apparence des comics, qui est très, très fidèle à l'univers des comics, même s'il y en a qui trouvent que ça semblait un peu fake. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu, car c'est un de mes méchants préférés de l'univers de DC. Je l'ai vu entre autres dans Aquaman, mais aussi dans la Suicide Squad, dans les comics. Il était présent avant comme membre de l'Escadron du Suicide, et j'aimais bien le voir interagir avec d'autres personnages. Il y a vraiment une bonne psychologie, pas des pouvoirs, mais des habiletés intéressantes. Et dans le film, j'ai aimé son évolution. Au début, c'est juste un pilleur avec son père. Il est en colère, il essaie de se battre contre Aquaman, mais il n'est pas de niveau, il se bat. Il décide de revenir, mais cette fois-ci avec un plan plus structuré. Il va s'aider des Atlantes, parce que les Atlantes ont besoin de lui en contrepartie. Il va se créer une nouvelle armure, il va affronter Aquaman. Aquaman va s'en sortir de peu de ce combat-là. Ça va être vraiment un combat assez épique, époustouflant, dans un décor en Italie, qui moi j'ai trouvé un des meilleurs bouts du film. C'est vraiment bien mené, bien tourné. Les effets spéciaux sont incroyables, les rayons laser, le combat.
Vraiment, moi j'ai adoré ça. Et donc, par la suite, il va disparaître du film, malheureusement. Mais, comme j'ai mentionné, il y a une scène pas générique d'ici qui maintient de temps en temps ce principe-là. La scène, dans le fond, tease le fait que le méchant est toujours vivant et qu'il va revenir se venger dans un futur film d'Aquaman. S'il en a un, je souhaite. D'ailleurs, celui-ci étant un succès, ça devrait être le cas. C'est les deux méchants du film et je dirais que j'ai été plus marqué par Black Manta, qui est moins présent, mais que j'ai trouvé plus intéressant que le Maître des Océans, qui est intéressant comme méchant, mais qui manquait quand même de développement et d'évolution. Car on le voit à certains moments, mais il répète toujours le même discours. Et ses actions sont assez... il va y avoir des actions qui vont faire évoluer l'histoire, mais c'est pas des grosses affaires. Il va pas faire quelque chose comme oh non, j'ai détruit une ville. Non, ça va pas jusqu'à là. Il va tuer quelques personnes, oui, mais ça restera. C'est rien de très irréversible. Donc c'est pas un méchant très marquant pour ça. Mais pour le combat et la dynamique frère contre frère, c'est vraiment une bonne chose. Pour le casting, c'est pas mal ça. Je pense que j'ai oublié personne dans le casting qui était important. Petite mention au fait qu'il y a un personnage secondaire du film qui joue par un acteur qui joue dans Ant-Man 2 la même année. Qui est dans Ant-Man 2, c'est l'agent du FBI qui surveille Scott Lang, qui est un acteur asiatique. Et là-dedans, il fait un scientifique qui s'intéresse à la technologie Atlante, qui va sûrement utiliser plus dans les prochains films parce que c'est un personnage important de l'univers d'Aquaman. Mais j'ai trouvé ça intéressant comme clin d'œil. Mais dans l'ensemble, je pense que j'ai fait le tour du casting intéressant. Les effets spéciaux, j'en ai parlé à quelques reprises. C'est vraiment bien. C'est très bien dosé quand même tout le long du film, sauf à la fin, encore une fois. C'est vrai que ça se gâte un peu, ils en ont mis beaucoup. Même si c'est un petit peu plus travaillé, ça reste que ça vient un peu bordélique, chaotique. Certains même, j'ai vu des commentaires, j'ai entendu des choses dire qu'ils comprenaient pas trop la fin. Monsieur, que ça vient un peu comme, oui, les Atlantes ont beaucoup de technologie, même de la technologie qui surpasse les humains, mais ça fait un peu comme l'effet du Wakanda dans Panthère Noire. On a l'impression qu'on est vraiment pas en phase avec le reste de l'univers. On a l'impression que c'est comme dans un monde plus futuriste et ça peut déranger cette personne. Moi, je m'y attendais quand même qu'un 5 comique, mais oui, vu que c'est peu montré durant le film et que c'est vraiment montré plus à la fin, on n'a pas le temps de comprendre et de s'habituer à cet univers-là pour cette technologie-là. Donc quand ça arrive à la bataille à la fin, on se trouve dans un combat à la Star Wars, avec des lasers partout, des missiles, des explosions, des armées de requins, tout ça. C'est épique, c'est époustouflant, mais il y a beaucoup trop d'effets condensés, ça nous empêche de bien profiter de l'ensemble du film. De l'ensemble du film, excusez-moi, de l'ensemble de la fin du film. Mais dans l'ensemble, à part ça, le combat est intéressant, surtout la confrontation entre Aquaman et son frère, qui finit par un point culminant sur une espèce de sous-marin. Et encore là, une fois, les effets spéciaux sont bien utilisés. Excusez-moi, je viens de me rappeler du nom de l'acteur qui fait Black Manta, je vais le mentionner avant de l'oublier encore. C'est Yahya Al-Doub Mateen, excusez-moi, 2. Je suis sûr de l'avoir mal prononcé. C'est un acteur qui était peu connu avant au cinéma. Mais celui qui fait Black Manta, excusez-moi, j'ai eu un flash, je viens de me rappeler de son nom. Dans mes notes en fait surtout. Mais ouais, je recommence, je continue ce que je disais. Donc voilà, effets spéciaux très très beaux. Sauf la fin qui est encore une fois un peu en difficulté. C'est un peu, ils l'ont travaillé, mais c'est encore un peu le défaut des films de DC. Le film côté fidélité ou comique, parce que je suis un fan de comics, j'ai déjà mentionné à 2-3 reprises dans ma critique. C'est très fidèle au univers des comics, sauf quelques éléments, entre autres Jason Momoa, qui diffère un peu du personnage d'Aquaman dans les comics. Mais pour le reste, le casting, l'univers, l'ambiance, tout ça, c'est assez similaire, assez proche. Ce qui n'est pas le cas souvent de tous les films de super-héros. Ici, ils ont voulu bien travailler ça. Le réalisateur a bien fait son travail. C'est vraiment bien montré. Écoute, le souci du détail, j'ai vraiment aimé ça. L'apparence des costumes, autant le costume d'Aquaman à la fin que Black Manta. Même l'apparence de le maître des océans, son casque et son armure est pareil comme les comics. Le design d'Atlante, même si on voit peu de détails de la ville, c'est vraiment bien fait. Vraiment, moi j'ai vraiment été fasciné par ça. Pour pas mal tout ce que j'ai mentionné, le film vraiment dépasse pas mal toutes les attentes que j'avais. Et pas mal ceux du public, même si encore qu'on trouve le moyen de critiquer ce film-là, qui, à mon sens, ne doit pas être tout le temps critiqué. Je trouve que DC c'est pas mal amélioré encore une fois. Oui, on part de loin quand même avec des Batman de Superman, l'Aube de la Justice et l'Escadron du Suicide entre autres. Mais ici vraiment on marque des points. Je l'ai mentionné dans mon top 10 de mon podcast. Pas dans mon top 10 mais dans mes mentions de mon top 10. Et on marque des points. Le film s'améliore grandement par rapport les autres films avant. Et la force c'est de ne pas mentionner le reste de l'univers.
c'était peut-être un petit peu un défaut des autres films qui se précipitaient ça trop rapidement, en mentionnant plein d'éléments des autres univers. Entre autres, Suicide Squad qui mentionnait quasiment chaque scène des éléments de d'autres films, de d'autres univers. Des fois, on peut se perdre là-dedans. Même chose pour... Ben, c'était pas le défaut de Wonder Woman, mais il mentionnait au début du film, mais c'était quand même bien amené, mais... voyons, Man of Steel et Batman vs Superman en mentionnaient beaucoup aussi, et ça faisait un peu tâche à certains moments dans le film. Et donc ici, c'est vraiment une force. Ils ont juste mentionné une fois la Ligue des Justiciers. Ils n'ont pas mentionné de futur de l'univers de DC encore. Je pense qu'ils vont tranquillement, à petits pas. Ils ont figé un peu mal la plupart de leurs projets. Quand il y avait prévu un paquet de films, et la plupart sont sur la glace. Les seuls actuellement encore en production, qui font partie de l'univers intégrant de DC, sont le prochain Suicide Squad 2, qui pour l'instant sortira en 2020. Il y a aussi Wonder Woman 2 qui devrait sortir l'été prochain, je crois. On a aussi Bird of Prey, qui va être une nouveauté, qui va réunir un paquet de personnages féminins de DC. Entre autres Harley Quinn, Batgirl, Huntress, Black Canary, contre Black Mask, qui va être le méchant du film. Et aussi, il y a un film de Supergirl qui est annoncé, entre autres. Du fait que Henry Cavill a été retiré un peu de son rôle de Superman pour l'instant, donc ils ont décidé de pas s'en servir, donc j'imagine qu'ils veulent partir dans une autre direction avec Supergirl. Et pour un futur Ligue de Justicier 2, pour l'instant il n'y a pas de projet en vue. Même chose pour Aquaman, n'a pas encore annoncé tout de suite. Ah oui, j'ai oublié, il y a Shazam qui est le prochain film qui sort, qui va sortir au milieu de l'hiver, je pense que c'est en avril. Donc très hâte de voir aussi, ça va être plus une comédie, à la manière de peut-être Thor Ragnarok ou Ant-Man. Ça va être porté plus sur l'humour, mais ça fait partie d'une l'univers de Shazam, qui est un héros qui ressemble un peu à Superman, mais qui à la base c'est un enfant qui mentionne le mot Shazam et qui va devenir un adulte avec des pouvoirs similaires à Superman et qui va s'amuser avec ça. Il va y avoir certains méchants emblématiques qui vont interagir avec lui. Mais pour l'ensemble, la plupart des projets de films en cours. Il y a Joker qui est à part, qui se veut vraiment à part de l'univers. Et on a le projet de Batman qui se fait reporter à plusieurs reprises, même si ils disent toujours qu'il va y avoir un film de Batman dans les prochaines années. Pour l'instant, ça avance à petits pas. Et sinon, il y a un paquet de projets qui ont été mis sur la glace, entre autres un film sur Batgirl, que j'aurais vraiment voulu voir, ça a été vraiment rafraîchissant, même s'il aurait fallu un film de Batman avant. Pour l'instant, c'est sur la glace, parce que Joss Whedon a quitté le projet. Il y avait certainement un film sur Cyborg, pour l'instant, c'est oublié. Green Lantern, même chose, pour l'instant, c'est oublié. Un autre film sur Superman, pour l'instant, c'est oublié. Il y a un film de Flash qui est toujours prévu, je pense que ça va être pour 2020-2021. Ça, encore une fois, il a été repoussé un peu. Il y en a qui pensent que ça va servir de moyen de corriger des défauts de l'univers de DC, parce que Flash est capable de se déplacer dans le temps. Donc, ça pourrait être une manière de corriger ça. Sinon, pour les autres projets qui étaient en vue, il y a un projet sur Nightwing qui est sur la glace, un projet sur Deathstroke qui est sur la glace. Je peux en nommer plein, je pense que j'ai nommé les plus importants. J'essaie de me rappeler rapidement ces d'autres films de DC que j'oublie. Il y en a qui avaient parlé d'un spin-off Joker Harley Quinn. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles là-dessus. Et il me semble que j'ai oublié quelque chose. Ça va abonder dans une petite seconde. Cyborg, je l'ai mentionné. Flash, je l'ai mentionné. Green Lantern, je l'ai mentionné. Wonder Woman, je l'ai mentionné. Je pense que c'était pas mal ça pour les films de DC à l'heure actuelle. Ils vont compte-gouttes. Là, il y a Aquaman qui est en 2018. 2019, ça va être Shazam. Et je crois que ça va être à partir de 2020 qu'on va pouvoir voir vraiment une structuration vraiment en accéléré. Car là, on est rendu en moyenne avec 3 films de Marvel juste pour l'univers MCU par année, sans compter les X-Men. Donc d'ici, ils voulaient reprendre leur retard. Ils sont encore en retard, mais je pense qu'ils commencent à comprendre la manière de procéder. Et donc, vraiment, c'est un film à voir. Je vais finir là-dessus. Aquaman vaut le détour. Je vous invite vraiment à le découvrir. Il est encore au cinéma. Vous pouvez aller voir au cinéma, ça vaut le détour. Il y a une scène dans le poste générique. Sinon, on peut attendre, il devrait sortir dans peut-être 2 mois au club vidéo. Ça va le détour. Je l'ai vu en. Est-ce que je l'ai vu en 3D? Là, j'ai un blanc, honnêtement, mais dans tous les cas, c'est un film qui vaudrait le détour en 3D pour l'immersion des effets spéciaux aquatiques, tout ça, ça vaut le détour. Donc, vraiment, je voulais faire une vidéo parce que je voyais beaucoup de critiques sur mes réseaux sociaux et je voulais rendre justice à ce film-là. Et étant donné un grand fan de comics et de tout ce qui se fait haut, je pense que c'est un devoir d'en parler. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié. Je travaille sur d'autres vidéos à l'heure actuelle. J'ai des prochaines chroniques lectures que je vais vous faire. J'ai lu une nouvelle BD de Punisher qui est vraiment intéressante, assez unique. Je vous dis ça. Il va sortir avec l'armure de War Machine. Donc, l'armure c'était l'Iron Man, mais de War Machine. Il va s'en servir pour faire la justice.
J'ai lu le tome 2 de Ivar Tam Walker, que j'ai vraiment aimé. Et je vais m'attarder bientôt à Daredevil. Et j'ai d'autres BD en attente aussi à lire, donc je vais faire une lecture bientôt. Et je pensais critiquer d'autres films bientôt aussi. Entre autres, Bird of Buck, non, c'est juste Bird Buck, je crois. Qui est un événement en ce moment sur Netflix, que les critiques sont assez divisées. Beaucoup apprécient, beaucoup détestent. Il y a même eu un événement de challenge où les gens s'amusaient à se déplacer avec des bandeaux à travers dehors, en char, peu importe où qu'ils sont. Et ça causait plein de problèmes. Donc c'est tellement un phénomène que j'ai pas le choix, il va falloir que j'en parle bientôt dans mes vidéos. Je sais que j'en parle bientôt dans mon podcast aussi, la Ligue des Cinévores. Encore une fois, je vous invite à aller découvrir ça. Et sur ça, je vous dis à la prochaine et j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Likez mon compte YouTube, ma page Facebook. Commentez, j'aime voir vos commentaires, j'aime avoir des commentaires positifs ou constructifs. Je sais que c'est pas parfait encore, je sais qu'il y a des choses à travailler, mais je pense que c'est quand même un bon travail. Donc là-dessus, eh bien, je vous dis à la prochaine!